Chantal. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser encore une fois à la roue des personnalités. Oui. On va plus précisément parler de l'axe dit psychotique, sur lequel on va trouver d'un côté la paranoïa et de l'autre côté l'autisme ou l'introversion. C'est vrai que ce sont des mots qui peuvent faire un peu peur. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Oui, qui font sans doute plus peur que nos vidéos précédentes, où on parlait de dépression, d'hyperactivité, etc., d'obsession. Là, on est dans des mots forts. Et c'est pour ça que j'insiste sur la configuration de cette roue, qui, vous vous souvenez, au milieu de la roue, c'est ce que l'on appelle la personnalité pauvre. Ensuite, nous avons la personnalité normale. Ensuite, dans les graduations, le borderline, enfin tout l'aspect borderline, et tout au bout de la roue, donc dans le grand cercle de la roue, nous avons ce qu'on appelle l'aspect pathologique. Et il est certain que de considérer un petit trait de paranoïa, quelqu'un qui est un peu suspicieux, qui est un peu méfiant, mais qui reste dans la norme, n'a rien à voir avec une personnalité paranoïaque pathologique, évidemment. Bien sûr. On commence donc par justement le bout de l'axe, la paranoïa. Alors juste en deux mots la paranoïa, et puis je reviendrai par la suite plus longuement dessus. Donc la paranoïa d'un côté de l'axe signifie penser à côté, hein, c'est-à-dire je raisonne juste, le paranoïaque raisonne juste. C'est souvent quelqu'un d'intelligent, il raisonne juste, mais sur des données fausses. Et c'est ça la grande problématique. Hein. Donc il est suspicieux, il raisonne correctement sur des données fausses. Et de l'autre côté, nous avons la personne qui est introvertie et qui, elle, est complètement en retrait et quelque part qui n'a pas beaucoup d'émotions. Et on pourra faire par la suite le distinguo entre une personne introvertie et une personne dépressive, qui par exemple, elle, est malheureuse, alors que la personne introvertie n'est pas malheureuse, elle est comme ça. Elle n'a pas beaucoup d'émotions. On reviendra donc sur l'introversion un peu plus en détail tout à l'heure, mais d'abord, donc, la parano. Alors la parano, la personnalité paranoïaque, l'étymologie, comme je le disais précédemment, signifie penser à côté, avec des raisonnements justes et des perceptions fausses. Donc ça, c'est très important. Et on peut, pour simplifier la lecture de la personnalité paranoïaque, dire qu'il y a en gros deux types de paranoïaques. Il y a le paranoïaque de combat. Alors le paranoïaque de combat, les personnes qui écoutent notre vidéo en connaissent sans doute dans leur entourage. C'est quelqu'un qui est très querellaire, qui est vindicatif, qui est fanatique, mais qui est finalement profondément vulnérable. Hein, dès qu'on lui dit quelque chose, il va monter sur ses grands chevaux, il va se défendre, il ne sera pas d'accord. Contrairement au paranoïaque sensitif, qui lui est davantage écorché vif, c'est-à-dire il va moins se mettre en avant, il va être impressionnable, il va dissimuler ses fragilités et on peut souvent le confondre avec un dépressif. Ah oui. Mais il n'est pas dépressif, il est paranoïaque. Et ça c'est un petit peu ce qui est ennuyeux quand on le côtoie. D'accord, c'est quoi finalement les difficultés au quotidien pour un paranoïaque? Alors la grande difficulté, c'est que le paranoïaque ne peut pas se remettre en cause. Il a une très grande susceptibilité, mais il ne se remet pas en cause. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut avoir raison à tout prix, hein, quitte à y laisser des plumes. Hein. Il veut défendre ses idées, ses principes, mais il va les défendre avec beaucoup d'agressivité et il va les défendre dans le contexte familial, dans le contexte du travail. Enfin, c'est quelqu'un qu'on a un peu du mal à côtoyer, surtout quand on est peut-être timide ou qu'on n'ose pas trop entrer dans le conflit. Donc il est querelleur, il est combatif, il masque sa vulnérabilité, hein, et il joue tout le temps les durs. Et sa devise, c'est, ce qui est surtout important, c'est d'avoir raison, d'être le plus fort, de se faire respecter, coûte que coûte. Vous voyez, il y a un côté très à la fois courageux, mais c'est un courage parfois inutile. Chantal, on va revenir sur un mot que vous avez prononcé, le mot travail. Comment ça se passe justement dans le travail
dans la profession pour un paranoïaque? Alors pour un paranoïaque, il a effectivement des atouts énormes dans le monde du travail et notamment s'il est dans un contexte de pouvoir, de manager une entreprise, car comme je l'avais souligné tout à l'heure, il est autoritaire. Il surveille, il est suspicieux, il ne va pas se laisser berner par quelqu'un, par un client, par quelqu'un de l'entourage. Il est très attentif à la concurrence. Donc, ce sont des points très positifs pour le travail. Mais attention, dans le travail, il ne faudrait pas que dans le même entourage, il y ait un autre paranoïaque. Ah. Car là, c'est le combat de coq. Hein ? Vous avez par exemple le DG et le PDG qui sont tous les deux paranoïaques. Il y en a un qui va manger l'autre. Ça n'est pas possible. Mais il est charismatique. Il est charismatique. Voilà, il est charismatique et il est capable de tenir à long terme sur un dossier, sur une controverse. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur des conflits. Des personnalités paranoïaques, en général, on en rencontre plutôt chez les hommes? Alors c'est plutôt chez les hommes, c'est un trait que l'on rencontre qui est davantage masculin, effectivement. Alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas de femmes parano, mais ce sont essentiellement des hommes, oui. Et ça change avec l'âge? Alors ça change avec l'âge, ça peut se durcir avec l'âge, parce que lorsque la personnalité s'établit et que l'aspect peut-être timide que le parano jeune peut avoir va s'effacer, et il va être véritablement dans son plein potentiel de maîtrise. En fait, ce qu'il veut, c'est maîtriser les idées et les situations. Le fait d'être parano, ça a une incidence au lit? Bien sûr. Ça a une incidence sur la sexualité. D'abord, le parano, il est suspicieux. Il va souvent être jaloux vis-à-vis de sa partenaire. Et puis, il a peut-être une sexualité assez brève, avec très peu de préliminaires, avec quelque chose d'assez combatif au lit également. Et de manière générale, ça se gère facilement, une personnalité paranoïaque? Ça ne se gère pas facilement. Parce que il ne faut pas oublier, les gens qui nous écoutent, c'est qu'un paranoïaque l'est parano depuis qu'il est tout petit, c'est-à-dire qu'il s'exerce depuis tout petit à être dans la controverse, dans la combativité, etc. Et si vous, par exemple, qui ne l'êtes pas, voulez combattre ce type de personnalité alors que vous ne l'êtes pas depuis tout petit, vous n'aurez jamais gain de cause. Et un psy, ça peut aider, un parano ou pas? Alors un psy, je souris parce que effectivement j'ai quelques personnalités paranoïaques dans ma consultation, mais souvent ce sont des personnes auxquelles on a demandé de venir en consultation, par exemple l'épouse qui n'en peut plus. Hein. Alors comment ça se gère? Ça se gère avec une alliance. Moi je fais une alliance avec lui. Hein, en lui démontrant un mur tiède, c'est-à-dire en lui opposant un mur tiède. Je ne vais pas l'affronter avec un mur, ce que j'appelle un mur chaud, je vais mettre un mur tiède et je ne vais pas toujours être d'accord avec lui. Mais il y a la manière de lui dire. Et puis une autre chose, c'est la loi. On peut dire à un paranoïaque, écoutez, voilà, la loi c'est comme ça. Et la loi, souvent, est très bien entendue, et c'est un conseil que je vous donne pour les gens qui côtoient des personnalités paranoïaques, la loi est très bien entendue par un paranoïaque. Voilà, donc on rappelle que sur cet axe psychotique, on a d'un côté les paranos, de l'autre côté, on a les gens plutôt introvertis. On va rappeler en quelques mots ce qu'est la personnalité introvertie. Alors la personnalité introvertie était appelée sur cette roue des personnalités, elle était appelée précédemment une personnalité autiste, mais comme ce mot autiste est tellement fort, on met également introverti. Hein, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est l'autisme? Je prends l'autisme de Kanner, hein, je vous donne cet exemple-là. L'autisme de Kanner, c'est lorsqu'un bébé vient au monde et qu'il ne croise jamais le regard des gens autour d'eux. C'est-à-dire, vous savez que les bébés vous regardent très rapidement, il ne va pas regarder les yeux, il ne va pas capter le regard de sa maman ou de son papa, et c'est absolument terrible. C'est-à-dire que c'est un retrait total. Alors évidemment, Michael, entre ce retrait total d'un autisme de Kanner, comme je viens de le dire, et une personnalité introvertie, un peu autiste, il y a un monde sur la roue des personnalités.
Bien sûr, alors des personnalités introverties, on en rencontre aussi dans le travail. On en rencontre dans le travail, ce sont des gens qui n'aiment pas, alors à contrario, puisque c'est l'axe du paranoïaque, ils n'aiment pas du tout être dans le conflit, être dans un rapport compliqué avec les gens. Ce sont des personnes qui aiment être dans leur secteur, par exemple dans l'informatique, dans les choses très intellectuelles, tout seuls, peut-être dans leur bureau, ils vont être très efficaces. Ce sont des gens qui sont généralement très intelligents, qui sont capables d'abattre un boulot absolument faramineux et qui ne sont pas malheureux. Vous voyez, contrairement à ce que l'on disait dans les émissions précédentes sur le dépressif qui est névrosé, qui est malheureux, l'introverti n'est pas malheureux. Et quand on va lui dire qu'est-ce que tu aimes comme vin, qu'est-ce que tu aimes comme sport, oh, il n'aime pas trop, vous voyez, mais en même temps, il n'a pas trop chaud, il n'a pas trop froid, il n'est pas très compliqué à vivre. Mmh. Ils sont discrets mais autonomes. Ils sont discrets et autonomes. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui me vient d'un de mes patients qui me disait Chantal, aidez-moi à aimer quelque chose. Et c'est marrant, on a commencé avec sa cave à vin. Il m'a dit j'ai une cave à vin, mais juste pour le fun, comme ça pour les amis, j'aimerais bien aimer le vin. Ah ouais. Je trouvais ça très touchant. Il y a plus d'introvertis chez les hommes, chez les femmes? Non, c'est un petit peu des deux. Il y a aussi bien les hommes que les femmes, oui. Et au lit, ça se passe comment pour un Alors introverti? au lit, un introverti, souvent, il peut être asexuel. C'est-à-dire que l'aspect sexuel, l'aspect érotique ne va pas beaucoup l'intéresser. Il peut être célibataire. Ou alors s'il vit avec quelqu'un, c'est quelqu'un de très sympathique, de très agréable, mais il ou elle n'aura pas une sexualité débordante et les femmes seront souvent anorgasmiques. Comment ça se gère une personnalité introvertie, Chantal? Alors ça se gère, premièrement, comme le paranoïaque, la personnalité introvertie ne vient pas consulter, car elle n'est pas malheureuse. C'est son entourage qui considère que quelque chose ne va pas. Je répète, il n'a ni chaud, ni froid, ni ci, ni ça, tout va bien. Donc il va être peut-être poussé à venir, ou elle, par la partenaire. Et ensuite, ce qui est très intéressant au niveau psychothérapie, c'est un introverti que l'on met dans une thérapie de groupe. Parce que le groupe fait une émulation. C'est-à-dire qu'en tant que psychologue tout seul avec lui, bon, c'est pas mal, hein, on peut avoir de l'interaction, mais lorsque cette personne introvertie est dans un groupe, cela peut lui faire un bien énorme. Donc je conseille beaucoup la thérapie de groupe pour les introvertis. Très bien, merci beaucoup Chantal. Merci et Michael. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite de notre roue des personnalités.